Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toujours pareil, avant de commencer, les petits rappels. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Pour les personnes qui veulent avoir accès au PDF des vidéos, il suffit de vous abonner à l'abonnement premium sur la chaîne YouTube, m'envoyer un message sur Instagram et je vous mets sur le groupe WhatsApp où vous aurez accès au PDF à partir du moment où vous vous inscrivez. Après, s'il y a des PDF anciens que vous voulez consulter, bon bah je peux vous les envoyer, ça c'est pas un souci. Et bah, la souscription à l'abonnement premium de la chaîne YouTube, c'est aussi un soutien à mon travail. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, on va parler du syndrome du Lacertus. Est-ce que c'est une nouvelle entité clinique ou est-ce que c'est plutôt un mirage diagnostique? Dans le sens, en gros, on va répondre à la question, est-ce que c'est quelque chose, c'est un diagnostic différentiel qu'on doit avoir en tête chez nos patients ou pas? Est-ce qu'on a les preuves nécessaires pour effectivement le mettre dans nos diagnostics différentiels? Alors pourquoi j'en parle? J'en parle pour... Alors j'avais déjà commencé à en parler justement en story sur Instagram parce que j'étais tombé sur une review justement que j'avais trouvé intéressante dans le sens où il y avait des petites choses qui m'avaient un petit peu interpellé. Et donc je voulais en gros aller un petit peu plus loin dans ce travail. Et donc on va reprendre cette review justement, on va regarder ce qui se dit. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a fait m'intéresser à ça de manière un peu plus, à ce syndrome du Asartus de manière un peu plus approfondie, c'est le fait que en fait j'aime bien le monde de la musculation en tant que pratiquant. Je regarde ce qui se fait sur YouTube, j'aime bien suivre un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, et notamment un peu tous les mythes autour de la douleur dans le domaine de la musculation. Voilà, moi j'ai pas mal de patients justement qui font de la musculation et j'aime bien savoir un petit peu dans quoi ils peuvent baigner, s'ils se renseignent sur internet et tout ça. Et en fait, je connais quelqu'un qui a des douleurs au coude depuis très 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 longtemps, et en fait, et qui n'est pas du tout, qui n'est rien à voir avec ça, et qui m'a parlé spécifiquement de ça. Il est tombé sur des vidéos sur Instagram, et du coup je me suis dit: «Ah oui, c'est en fait ça moi je pensais que c'était quelque chose qui était resté dans le domaine des kinés et tout ça, et en fait vu que ça touche aussi le monde de ça peut toucher a priori des personnes qui ne sont pas du tout de ce monde-là, qui ont des douleurs au coude et notamment là dans le domaine de la musculation, bah, en gros, voilà, c'est est-ce qu'il y a un mythe en plus, on va retrouver un mythe en plus dans les douleurs dans la musculation ou pas? Voilà. Et donc du coup, bah, si c'est pas, quelque chose, auquel vraiment on doit s'attarder le syndrome de la Sartus, bah, vaut mieux, voilà, essayer entre guillemets de, mettre les choses, au clair pour que les gens aient une information vraiment la plus, transparente possible. Voilà, parce que la personne, me disait: «Ouais, en fait, j'ai peut-être ça», donc du coup, ça me parlait déjà de se faire opérer pour pouvoir reprendre ses exercices sans douleur. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment la chose qui m'a motivé encore un petit peu plus à le faire. Et donc, bah, on va attaquer hein, tout de suite. Alors, il y a 44 diapos, mais ça va aller assez vite. Allez, je pense qu'en 1 heure, on aura fait le tour. Ok, temps d'estimation de la vidéo, 1 heure. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer toutes les vidéos. Quand je fais une vidéo qui parle de problèmes en rapport avec la neurologie, notamment la neurologie périphérique, bah, je vous remets toutes les vidéos que j'ai déjà faites en vous disant que voilà, les deux premières ici, c'est vraiment à voir pour comprendre les bases. Vraiment, c'est des bases qu'on devrait tous savoir, qu'on devrait avoir en IFMK et que moi, en tout cas, quand j'y étais, j'avais pas. Ensuite, on a des applications, sur l'asiatique de ce savoir et sur le canal carpien justement, on va beaucoup en parler du canal carpien dans cette vidéo, donc si vous voulez ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez aller consulter cette vidéo. Ici, ça va être une application plutôt aux douleurs, de coude. On va explorer en gros, c'est bien les tendini de connaître le diagnostic de tendinopathie enfin latérale du coude, bah, c'est bien aussi de savoir qu'il peut y avoir des atteintes nerveuses à ce niveau-là ou même plus haut d'ailleurs. Ici, on va parler des douleurs, notamment de genoux, qui sont en rapport, pourquoi pas, avec des problèmes de dos, hein, lombaires, voire des problèmes cervicaux même, dans le cas de myélopathie. Il me semble que j'aborde les myélopathies ici aussi, cervicales, et ça c'est une vidéo récente qui date qui date de pas longtemps, sur en gros ce qu'il faut savoir sur, les radiculopathies cervicales. En gros en termes notamment de bilan. Comment on bilante une radiculopathie cervicale et qu'est-ce qu'on un peu l'état des lieux de la connaissance sur, ces radiculopathies cervicales. Voilà, donc ça c'est du contenu complémentaire à consulter si vous en avez envie, voilà, il y a les vidéos sont assez longues, il y a du contenu, quoi.
Donc un peu de contexte, on va, alors c'était juste pour vous montrer en gros, voilà, quand on fait des recherches sur le syndrome du Lacertus, si on utilise les termes Lacertus syndrome ou Lacertus fibrosus, on a quand même peu de résultats, d'accord? À l'inverse, si, on met, syndrome du canal carpien, on a beaucoup plus de résultats. Là, je l'ai mis en mèche, mais si on le met en, tous les champs, on va même être à là, on est à 10 000 et quelques, on va même se rapprocher des 14 000 résultats. Juste pour montrer que, voilà, on a un rapport quand même qui est, assez important, de l'un à l'autre, hein, voilà, on a un voilà, il y a 100 fois plus en gros de publications, sur le canal carpien que sur le syndrome du Lacertus. Donc voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu de l'état des lieux des connaissances sur ces deux sujets-là, et surtout que le syndrome du Lacertus est une atteinte du nerf médian, le syndrome du canal carpien est une atteinte du nerf médian, donc on a une comparaison qui peut se faire entre les deux, c'est juste voilà, pour se dire que en termes de niveau de preuve et d'études sur le sujet, on n'est pas tout à fait au même niveau. Donc là, on va commencer avec une étude, c'est une revue narrative, descriptive, que j'avais justement passée assez rapidement sur Instagram en story. Là, on va juste aller un petit peu plus, profondément dans le sujet. Donc c'est une revue narrative descriptive, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une revue systématique, hein, forcément par définition, donc on n'a pas de protocole Prisma, on n'a pas d'enregistrement Prospero, on n'a pas de méthode de recherche, qu'on retrouve justement dans la revue systématique, avec, les bases dans lesquelles on fait les recherches, les mots-clés, les critères précis, inclusion, exclusion et tout ce qu'on retrouve en général dans une revue systématique. Donc en général, les revues, ça peut être pas mal pour se renseigner sur un sujet. Mais justement, juste les revues, elles peuvent être un petit peu plus faciles à tordre pour leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, donc en termes de niveau de preuve, on est clairement en dessous d'une revue, systématique, d'accord? Là, c'est des personnes qui disent, voilà, l'état des lieux, sur un sujet, mais, de manière plutôt un peu plus informelle, hein, voilà. Et donc avant, cette étude-là, ce que j'avais regardé, alors je regarde pas forcément toujours les auteurs de chaque étude, voilà, des choses comme ça, mais quand il y a quelque chose de nouveau ou sur, une pathologie, un test ou quoi, j'aime bien regarder un petit peu les auteurs pour voir est-ce que, il y a plein de groupes indépendants, qui ne se connaissent pas qui trouvent les mêmes choses, ou est-ce que, on a une concentration de la littérature au sein d'un petit groupe? Donc là, du coup, je voulais regarder. Donc en fait, j'ai juste pris les 2 premiers auteurs de la revue et j'ai regardé un petit peu, si on retrouvait leurs noms dans, les sources. Et en fait, on a 49, donc références bibliographiques. Il y en a 9 qui sont des autocitations, donc on a 16 du total des sources qui sont des autocitations, et 3 qui viennent notamment, de canaux où on n'a pas, qui ne sont pas revus par les pairs. Voilà. Donc, ça c'est quand même important, hein, c'est du coup, voilà, ça on peut, c'est intéressant de le savoir. Bien évidemment, ça suffit pas pour rejeter l'article, hein, bien évidemment, ou de dire que tout est mauvais. Ça ne suffit pas du tout, mais c'est intéressant. Et en fait, je suis tombé sur ce livre-là, et en fait, du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais ajouter, les auteurs qui sont pas dans l'étude, mais qui sont dans ce livre, pour voir si on a de nouvelles, d'autres, références qui vont appartenir justement aux auteurs de ce livre-là», hein. Donc il y a des auteurs qui sont dans l'étude et il y a des auteurs qui ne sont pas dans l'étude, donc j'ai juste ajouté ces recherches, ces auteurs-là à la recherche dans la biblio juste ici. Et en fait, si on ajoute les auteurs de ce livre, on arrive, à 16 études, soit 35 qui viennent de personnes, en tout cas, qui se connaissent a priori. Voilà, autocitation, peu importe comment on appelle ça. Voilà, donc 35, donc près d'un tiers. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de le savoir. Voilà, c'est beaucoup de littérature qui viennent de cités ici, qui viennent de gens, d'un peut-être un plus petit cercle de gens. Là, on va regarder quelques chiffres. Bah, je vous ai pris des petits extraits à chaque fois. Donc, à chaque fois, je vous ai mis la capture d'écran. Comme ça, vous pouvez lire directement. De toute façon, vous avez la source. En plus, elle est en accès libre. Donc, pas de souci pour la trouver. Et donc, en gros, on regarde. Je vous ai mis à chaque fois la capture d'écran. On en discute ici. Et moi, je vous dis quand j'ai lu, ce qui m'a interpellé, entre guillemets. D'accord? Donc on nous dit qu'on a une proportion importante de patients, qui présentent une neuropathie du nerf médian et qui montrent un syndrome du double écrasement qui va associer en fait un canal carpien au Lacertus fibrosus, et c'est ce qu'on retrouve dans, 78 des cas sur 320 membres. Les formes isolées de, Lacertus, fibrosus,
et de syndrome du canal carpien ne représentaient effectivement que 5 et 17 des membres affectés. Donc en fait, on a quelque chose qui est relativement rare quand, si on parle d'une atteinte unique, soit l'acertus, soit canal carpien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez la référence, notamment en fait, la première, la référence qui est surtout citée ici, c'est cette étude-là. Et en fait, quand vous allez voir cette étude-là, c'est une étude rétrospective, monocentrique, sans groupe contrôle, avec un biais d'attrition de 40%, sans test diagnostic objectif et avec un suivi de 6 mois. Donc déjà c'est rétrospectif, OK, monocentrique donc dans un seul centre, il y a pas de groupe contrôle, ça, ça peut être un problème. Il y a un biais d'attrition de 40, c'est élevé, d'accord? C'est pour le coup, c'est vraiment très élevé. Il y a une autre étude qu'on verra où il y a un biais d'attrition de 30. Si on regarde en gros ce que nous dit la Cochrane, au-dessus de 20, ils considèrent que c'est vraiment un biais important, hein, d'accord? Donc pas de test diagnostic objectif, notamment en ce qui concerne la force et un suivi de 6 mois. 6 mois, c'est relativement court. Pareil, on comparera après avec le canal carpien. En général, les études pour le canal carpien, ils considèrent un suivi à long terme, au moins 1 an, voire même 2 ans. D'accord? Donc à 6 mois, voilà, on n'est pas sur le long terme en tout cas. Et on a un retour de la force dans 99,2% des cas. Et on nous dit enfin l'examen qualitatif de la perte de force a été compensé par une évaluation comparative péropératoire de la force réalisée avant et après libération. Donc il n'y a pas donc c'est un examen qualitatif qui va donc pas forcément être quantitatif et qui est compensé par une évaluation péropératoire. Donc juste donc au moment de grosso modo de l'opération, on fait un avant-après. Voilà, sur l'instant. euh, voilà, donc c'est pas du haut niveau de preuve. On peut en plus mettre que dans le fait de le faire en plus au moment de l'opération, donc la personne elle se fait opérer, elle fait les tests, ou elle vient de se faire opérer, elle fait le test. Bon, il peut y avoir des effets contextuels importants, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc on a quand même un retour de la force, et c'est énorme hein, là quand même, 99,2%. Mais bon, c'est à l'instant. C'est bien d'avoir ça au moment, juste après l'opération par exemple. C'est bien d'avoir le suivi derrière, surtout quand on a 40 en pied d'attrition, c'est important, hein. 40 vraiment, on le retient. Au-dessus de 20, c'est déjà quelque chose d'important. C'est pas moi qui le dis, on verra, je vous ai mis les références de la Cochrane. Et il y a une chose qui est intéressante, et justement qu'on voit dans la vidéo sur les radiculopathies, c'est qu'en fait les radiculopathies, ils ont du mal à trouver, enfin il y a une définition claire, mais trouver un gold standard ou quelque chose qui nous permette des méthodes pour dire là on a des méthodes diagnostiques pour dire là on a une radiculopathie, c'est un peu plus compliqué. Voilà, parce que l'EMG c'est bien mais c'est pas suffisant, l'IRM c'est bien mais c'est pas suffisant, et donc du coup il y en a certains qui ont pensé à l'approche chirurgicale, donc ils appellent ça le bénéfice chirurgical comme standard de référence, et ça serait défini par 60% ou plus de soulagement des symptômes et ou une récupération motrice d'au moins 1 grade sur l'échelle MRC. Et donc du coup, si on a ça, bah, et qu'on opère la radiculopathie, par exemple, on pourrait dire, bon bah, c'est une radiculopathie. Donc c'est à peu près ce qu'on pourrait retrouver ici, comme test, où en gros, bah, la force, elle revient. Bon bah, ok. Bon, bah, après, il faudrait une valeur objective, quantitative de la force, qu'on puisse mesurer avant-après. Et en fait, le problème qui posait pour les radiculopathies, c'est que cette amélioration post-opératoire, pour dire est-ce qu'on a une radiculopathie, et que du coup là on pourrait transposer donc cette amélioration post-opératoire pour dire il y a un syndrome du Lacertus. Mais en fait, cette amélioration, elle peut refléter une diminution de la douleur plutôt qu'une récupération réelle de la fonction. Donc le patient, il a moins mal, et du coup, son muscle est plus fort. Et le fait d'avoir ça, en fait, ça ne renseigne pas sur la récupération réelle de la fonction, qui est le critère de la radiculopathie. C'est-à-dire qu'une radiculopathie, c'est présent si on a une perte de fonction. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver là, c'est-à-dire peut-être que voilà, c'est dans la radiculopathie, on a ce problème-là. Donc juste on diminue un petit peu la douleur, la fonction revient. Et l'absence d'amélioration ne signifie pas forcément une absence de radiculopathie, parce que si on a des pertes axonales irréversibles, et ben même si vous opérez et qu'il y a derrière la fonction reviendra peut-être plus tard,
elle va pas revenir, vraiment, en tout cas sur l'instant, hein, parce que du coup, il faut le temps peut-être que le système nerveux, récupère. Et surtout, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de valeur quantitative, ici et donc du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'en fait, on a juste, soulagé un petit peu la douleur, mais est-ce que la douleur, est-ce qu'elle a été, soulagée par l'intervention en elle-même? Est-ce que parce qu'il y avait vraiment un nerf qui était bloqué, est-ce qu'elle a été soulagée par les effets contextuels? Voilà, c'est important. Bon après peut-être que la perte irréversible en général, vu qu'ils décrivent que c'est plutôt qu'une atteinte dynamique, peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce que le nerf il souffre moins sur longtemps et peut-être qu'il n'y a pas une perte de fonction, irréversible. Et du coup la deuxième partie de la phrase ici, elle concernerait moins le syndrome, du Lacertus. Mais voilà, juste pour dire que, dans le enfin voilà, le fait de récupérer de la force ou, de soulager les symptômes, c'est pas suffisant pour dire c'est une radiculopathie. Est-ce qu'on peut se baser sur ça vraiment pour dire c'est un syndrome du Lacertus fibrosus? Je suis pas sûr et de toute manière on rappelle bien la quantité de, faiblesse ici qu'il y a dans l'étude qui est citée juste là. Et en fait, là, je vous ai mis juste un autre chiffre. En gros, c'est que il y a une autre étude, alors qui a énormément de limites, hein, c'est une étude anatomique, il va y avoir plein de limites, mais là, on nous dit plutôt que les compressions du nerf médian au niveau du Lacertus fibrosus, ça serait plutôt 0,9% de toutes les compressions du nerf médian. Donc du coup, on nous dit que c'est quelque chose quand même de très, très peu présent. Ici, on nous dit que quand on a même déjà une atteinte du canal carpien, souvent on a une atteinte au niveau du Lacertus fibrosus. Enfin voilà, on voit qu'en fonction de qui nous dit quoi, on peut se retrouver avec des chiffres qui sont, moi je lis ça, je sais pas vraiment, si on me donne juste ces deux chiffres-là, il y en a un qui me dit que ça va être très présent chez ceux qui ont une compression du nerf médian au niveau du canal carpien, d'autres qui vont me dire en fait c'est très rare, c'est compliqué de se faire un avis, voilà, il faudrait des choses un petit peu plus solides. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut on peut trouver différents chiffres dans la littérature. Hem, Là aussi, c'était un passage intéressant de l'étude, mais qui est pas discuté et ça, je trouve que c'est dommage. En fait, on nous dit qu'il y a pas de différence, dans une étude de genre. En fait, en gros, ça touche, 50 à peu de choses près, des femmes et 50 des hommes et on a une autre étude qui nous montre qu'on a une prédominance féminine de 77. Et pareil, donc là, c'est pas discuté, et j'aurais bien aimé que les auteurs donnent leur avis sur le sujet. Qu'est-ce qui peut expliquer les différences, comme ça? Bah, ça, c'est des petits trucs. Après, ça, c'est peut-être de la curiosité personnelle, mais je trouve ça intéressant bah, j'aurais trouvé ça intéressant de le savoir, tout simplement. Ensuite ici, et là c'est très intéressant encore, on a une critique donc de l'ENMG, hein, donc des études de conduction nerveuse et de l'électromyographie de l'EMG. Et là ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on compare donc le syndrome du Lacertus fibrosus au canal carpien et aux compressions du nerf fibulaire. Bon, pareil, moins renseigné quand même que le canal carpien. Mais voilà, on compare encore une fois le canal carpien avec le Lacertus fibrosus, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison au début. Et en gros, on nous dit que le Lacertus fibrosus est souvent présenté avec des études de conduction nerveuse et un EMG qui est négatif. D'accord? Parce qu'en gros, la compression, elle serait dynamique. Et en gros, bah, si on fait l'examen sans le mettre dans la position de contrainte du nerf médian, bah, en gros, on va rien avoir et c'est normal. Et ça s'explique tout à fait. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, en fait, ça c'est expliqué pour ensuite nous donner d'autres tests pour remplacer, le NMG justement. On verra ces tests après. Là, j'ai récupéré, des études donc, qui nous disent que, les tests de conduction nerveuse sont particulièrement utiles pour le diagnostic des neuropathies de compression distale. Voilà, donc en fait, c'est juste, on peut pas, effectivement, il y a des limites, mais on peut pas dire non, faut pas se dire juste: «C'est nul». Voilà, on peut pas se dire ça, c'est quand même quelque chose, voilà, qui est utilisé, d'accord? En général, c'est plutôt pour les compressions distales plutôt que les compressions proximales, d'accord? C'est vraiment plutôt pour, canal carpien que pour une radiculopathie, par exemple.
Et qu'on vient de noter qu'au stade précoce du syndrome du canal carpien, les études de conduction nerveuse peuvent ne pas détecter la lésion nerveuse. Et ça, effectivement, c'est vrai. Et ici, en fait, c'est une recommandation officielle de l'organisme de référence mondiale sur justement les tests EMG et de conduction nerveuse. Et il nous dit que justement ces deux tests sont généralement tous deux nécessaires pour établir un diagnostic clinique des troubles du système nerveux périphérique, comme par exemple le syndrome du canal carpien, que la réalisation de l'un ne dispense pas de l'autre et que les études de conduction nerveuse peuvent être effectuées sans EMG dans certaines situations, par exemple pour les neuropathies de compression, mais cela doit rester l'exception plutôt que la règle dans la pratique courante. Voilà. Donc il y a des limites, mais voilà, c'est juste que dans l'étude, vous verrez, on nous présente certaines limites pour présenter derrière d'autres tests, alors que, comme si les tests qu'on allait présenter sont meilleurs, mais en fait les recommandations officielles c'est quand même ces tests-là. Donc c'est difficile, oui, il y a des limites, mais si on propose quelque chose derrière, il faut que ce qu'on propose derrière, ce soit quand même solide, d'accord? On peut pas, voilà, et on verra que c'est pas si solide que ça, ce qui est présenté. Donc on nous parle des limitations là de l'EMG, donc en nous disant effectivement qu'on a une compression dynamique, et que du coup, c'est pas, du coup, c'est normal que l'EMG ne détecte pas parce qu'on est dans une position où on va pas mettre en contrainte le nerf, médian. Donc en fait, utiliser tout seul l'EMG, alors on n'utilise pas l'EMG, de toute façon on a vu plutôt que ce serait EMG et étude de conduction nerveuse, mais on n'utilise pas ça, parce qu'en fait en gros pourrait passer à côté, d'accord? Donc voilà. Mais il y a une chose qui est importante et que vous savez déjà si vous suivez mes vidéos justement, euh, donc et voilà, là en gros on voit ils présentent on nous dit ça et ensuite ils nous présentent ouais, leurs tests et ça c'est la partie c'est après les parties sur les tests que eux utilisent et on a les limitations de l'EMG ensuite. Mais sous-entendu, les tests qu'eux utilisent, comme je vous disais, sont meilleurs que l'EMG et même les études de conduction nerveuse, sachant que l'utilisation de l'EMG et des études de conduction nerveuse, c'est vraiment les tests les plus importants à réaliser, c'est les recommandations officielles d'organismes internationaux qui font référence sur le sujet. Donc c'est un peu difficile, voilà, si les tests, du coup, si on veut remplacer par les tests officiels, on veut remplacer les tests officiels par d'autres tests, il faut que les autres tests par lesquels on remplace, voilà, ce soit du solide. Mais du coup, on peut faire autre chose. On peut faire, et c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il y a des études, des fois, où ils font des études de conduction nerveuse en dynamique. Que ce soit études de conduction nerveuse d'ailleurs, ou ici EMG. Voilà. Donc, on peut peut-être utiliser les tests qui font référence, études de conduction nerveuse associées à l'EMG, dans des positions qui reprovoquent les symptômes. D'accord? Ici, ça avait été fait en post-effort. Alors, il y avait plusieurs personnes, mais je crois qu'en général, tac, tac, tac. Parce que en gros, ouais, dans ces études-là, c'était fait notamment pour des atteintes au niveau du nerf ulnaire, soit au niveau du coude, soit au niveau du poignet, chez notamment des lanceurs au baseball. Et en gros, bah, au début, avant de lancer, il n'y avait pas de symptômes quand on faisait les tests. Et en fait, au fur et à mesure qu'il lançait, bah, quand on faisait qu'il y avait les symptômes qui apparaissaient, si on faisait les études de conduction nerveuse et l'EMG, bah, on détectait des anomalies. Et donc, du coup, on pouvait mettre en évidence une, une, une altération de la fonction du nerf par la mise en contrainte au lancer. Et du coup, bah, en fait, on voit que avant l'effort, tout est normal. Après l'effort, on peut voir ces modifications-là. Donc c'est pas suffisant de dire l'EMG ne voit et les études de conduction ne voient pas tout. Dans ce cas-là, autant les faire en dynamique. Au lieu de faire d'autres tests dont on ne connaît pas vraiment leur valeur et leur utilité, ou leur fiabilité, leur validité, tout ça, bah, autant utiliser les outils les plus intéressants et les faire dans des conditions adaptées. D'accord? Donc voilà, on peut, et en fait, ça existe hein, des modifications des altérations de la fonction des nerfs, ça existe dans plusieurs cas. Ici, c'est dans des syndromes, euh, c'est des syndromes de compression chronique, enfin, en gros, c'est des syndromes des langes au niveau du membre supérieur, d'accord? Et on a des modifications EMG et des études de conduction nerveuse. Donc, mais il n'y a rien au repos. Il faut déclencher le symptôme,
les symptômes, donc faire reproduire l'effort, reproduire l'effort, reproduire l'effort, les symptômes apparaissent, et là, on fait nos tests. Donc ça peut être dû à syndrome des loges, ça peut être dû à des problèmes aussi, notamment vasculaires. Vous pouvez alors, je sais plus si je l'ai mis ici, voilà, variation d'une branche, ulnaire, de l'artère ulnaire. Ici, c'est une branche des veines, c'est les veines à l'arrière du genou. C'est doit être la veine poplitée. Voilà, avec des embranchements un peu particuliers qui viennent coincer le nerf sciatique, et pareil, en fait, ça déclenche des symptômes chez le patient à l'effort. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement ces atteintes de fonction nerveuse qui n'apparaissent qu'à l'effort, vous pouvez aller voir ces deux vidéos qui sont des cas cliniques en fait très intéressants, et qui, là, le but c'est de vraiment réfléchir. Voilà, il faut vraiment réfléchir avec ces cas cliniques-là. C'est pour un peu aiguiser l'essence de diagnostic différentiel et de réflexion autour de certaines douleurs. Mais donc voilà, ça peut arriver le syndrome des loges, on a une augmentation d'un petit peu de la pression dans toute la loge, ça vient écraser un peu les nerfs, mais parfois ça peut être plus une atteinte un peu moins large, entre guillemets, ça peut être juste une artère qui a une forme particulière, ou voilà, ou une veine qui a une forme particulière, et à l'effort, bah, ça va gonfler, et ça va venir compresser le nerf. On voit par exemple deux types d'atteintes nerveuses, et en fait on retrouve dans ce cas-là des atteintes de conduction nerveuse, mais qu'on peut retrouver avec des tests comme les études de conduction nerveuse ou les EMG. Voilà. En fait, on va mettre, on va reproduire les douleurs, et on va faire les tests ensuite. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir, et de savoir que ça existe. Parce que c'est pas suffisant de dire le MG ou le MG, c'est pas suffisant parce que ça peut donner des faux résultats. Oui, mais on a d'autres manières de les faire. Ici, on nous parle de l'échographie, et donc du coup, alors l'échographie, effectivement, on peut, donc en fait, on passe la sonde, et puis on peut voir un petit peu, on peut voir plusieurs choses. Comment va le nerf, comment il bouge en fonction du poignet, donc on peut faire une évaluation dynamique, on peut observer au niveau de son aspect, on va dire, morphologique, voir si c'est un nerf plutôt sain ou un nerf qui n'est pas sain. Et du coup, effectivement, on peut voilà, le regarder un petit peu en temps réel, les excursions du nerf, comment il bouge, comment il. Voilà. Euh, enfin, alors, on a aussi l'IRM qui peut donner des informations, voilà, et donc bon, pareil, on peut voir différents tissus ou choses comme ça autour, donc pourquoi pas justement des artères qui seraient un petit peu, qui auraient des trajets particuliers ou des choses comme ça. Mais en fait, voir un nerf, ça nous dit pas forcément comment il fonctionne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a des limites. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la radiculopathie. C'est qu'on peut avoir une IRM avec des racines qui vont être touchées. Mais en fait, aux études, pour voir comment le nerf il fonctionne, bah, il fonctionne bien. Donc, c'est pas suffisant. C'est pour ça que parfois, il faut combiner les deux. Voilà, et que c'est pas si facile que ça de poser le diagnostic en soi, et d'avoir vraiment des critères hyper fiables, notamment pour les études, pour les patients, mais pour aussi classer bien dans les études. Et donc l'échographie du nerf médian au canal carpien est aujourd'hui validée scientifiquement comme outil de diagnostic fiable et complémentaire à l'électrodiagnostic. Et c'est complémentaire à l'électrodiagnostic. Son intérêt est particulièrement reconnu pour visualiser directement les anomalies structurelles, affiner le dépistage et compenser les limites des tests électrodiagnostiques, notamment dans les cas légers ou atypiques. Mais on voit bien que c'est complémentaire. Et du coup, on peut. Là, en gros, ce qui peut justifier, la pathologie est différente. Ce serait faire l'inverse. Ce serait dire les études d'électrodiagnostic, elles ne sont pas efficaces, donc du coup, on va utiliser l'échographie. Mais si on est. Enfin voilà. Le canal carpien, pareil, ça peut être aussi une pathologie dynamique, hein. D'accord? Effectivement, en fonction de la position du poignet, la pression dans le canal va changer, et tout ça. Voilà, donc c'est pas non plus. Donc il y a quand même. Faut pas se dire canal carpien, c'est statique, et donc du coup on peut se dire électrodiagnostic, c'est bien, et l'échographie c'est juste complémentaire. Le Lacertus c'est dynamique, et faire l'inverse. Et en plus ça suffit pas de faire comme ça. Il faut quand même des protocoles. On teste, on teste, on teste. Voilà, on sort pas un peu les choses de notre chapeau. En tout cas les personnes qui font de la recherche euh, pour valider ces choses-là et tout ça, voilà, ils essaient de suivre des protocoles sérieux quand même, hein. Donc moi pour le moment, je trouve l'argumentaire pas assez solide pour un moment pour justifier les tests notamment qu'on verra juste après. Après, je sais pas votre avis à vous.
Et là, on nous dit qu'immédiatement après la chirurgie, on a le Quick Dash, donc c'est une version abrégée du Dash, hein, donc c'est un auto-questionnaire. Auto-questionnaire, on a 11 items au lieu des 30, et ça évalue, grosso modo, la gêne fonctionnelle sur l'ensemble du membre supérieur. Plus on se rapproche du zéro, mieux c'est. À zéro, on a tout est nickel. Donc là, on arrive à 7,8, donc ça montre il y a un gain substantiel, une amélioration substantielle au niveau de la capacité et de l'inconfort. Et cette amélioration, elle était maintenue à 6 mois, même si elle avait tendance à augmenter un petit peu pour atteindre les 10,6, alors qu'au début c'était 7,8. Donc une augmentation significative, mais légère. Donc vu qu'on s'éloigne un peu du zéro, c'est un peu moins bien. Donc ça, on est sur une mesure, une nouvelle fois, subjective. Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que les grades de sévérité électrodiagnostique ne corrèlent pas avec le handicap rapporté par les patients. On observe même une corrélation paradoxale, donc des anomalies électrodiagnostiques plus sévères sont associées à moins de handicap physique déclaré, et ces résultats ils indiquent que le niveau de handicap perçu ne reflète pas la sévérité électrodiagnostique de la neuropathie du nerf médian dans le syndrome du canal carpien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait cette amélioration subjective ne veut pas dire que le nerf fonctionne mieux, parce qu'il y a des cas où le nerf fonctionne moins bien, mais du coup il y a moins d'incapacité. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, le nerf en fait qui continue de se dégrader, et on a une amélioration due au fait que bah, en fait, quand le nerf il se dégrade, bah, il y a peut-être moins de douleur, ou moins d'incapacité, par exemple. Par exemple. Mais en gros, il faut savoir que les deux ne vont pas ensemble. C'est pas parce qu'on a une amélioration de la fonction que forcément le nerf, de la fonction dans la vie quotidienne, d'accord, une amélioration de la gêne fonctionnelle, que cette gêne fonctionnelle diminue, que le nerf forcément récupère, parce qu'on voit que c'est pas, il y a une corrélation paradoxale qui existe dans le syndrome du canal carpien, qu'on pourrait postuler, pourquoi pas, existante aussi dans les syndromes du lacertus, par exemple. Euh, et une autre chose, donc voilà, c'est le gain en force, donc qui est surtout mesuré. Alors je l'ai pas surligné, mais en gros on nous le dit ici que il y a des gains en force qui sont faits, et ça en général c'est mesuré voilà immédiatement en post-opératoire. Donc il faudrait corréler est-ce que les gains en force de manière objective, il faudrait les suivre dans le temps aussi. Ok, parce qu'on a vu que l'amélioration de la force, elle peut être juste due à un soulagement de la douleur. Il peut y avoir aussi des effets contextuels dus à l'opération. Voilà, donc il faut des choses un petit peu plus sérieuses. Et puis ça va voir qu'est-ce qu'on mesure. Si on veut mesurer l'incapacité, bah ok, on mesure l'incapacité, mais il faut savoir que ça ne nous dit pas forcément l'état du nerf. Est-ce qu'on mesure la fonction du nerf? Mais dans ce cas-là, pareil, on la mesure en post-op, mais il faut la mesurer de manière régulière sur du moyen, voire du long terme, pour être sûr. L'idée, même, on peut faire, pourquoi pas, les deux. On suit l'amélioration de, de la capacité, si elle s'améliore, si il y a de moins en moins d'incapacité, et si à côté cette incapacité, à côté de ça, la fonction nerveuse récupère. Et si on a des deux choses qui viennent comme ça, donc quelque chose de pas terrible avant l'opération, et après l'opération, sur le suivi, si les deux montent ensemble. Là, en fait, on ne sait pas trop. La qualité de, enfin, la gêne fonctionnelle, elle est mesurée dans le temps, mais elle ne nous renseigne pas sur la fonction du nerf. La fonction du nerf, elle est mesurée, mais juste après l'opération, elle n'est pas suivie dans le temps. Quelle est la mesure qu'est-ce qu'on mesure et comment on suit ça derrière pour savoir quoi? Est-ce que le patient s'améliore? Est-ce que son nerf s'améliore? Est-ce que les deux? Voilà, qu'est-ce qu'on mesure? C'est ça vraiment la question qu'on doit se poser quand même. Ensuite, on va voir la triade, la triade magique, entre guillemets. Donc, en gros, c'est la triade qui est présentée en gros comme il y a des limites à l'EMG. Bon bah, on peut faire cette triade-là pour identifier justement le syndrome du Lacertus. Et là, on arrive à cette triade que j'appelle entre guillemets la triade magique, dans le sens où en fait c'est celle-là qui est censée remplacer l'EMG qui a des limites, voilà. Et que je trouve que pour remplacer des choses qui sont quand même installées, où il y a des recommandations officielles, il faut quand même des sources, des preuves solides, quoi. C'est vraiment ça le truc. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail de ces tests, en fait, je voulais illustrer la triade. Et en fait, je suis tombé, ça vient de cette étude-là, et c'était intéressant parce qu'en gros, c'est une cervicalgie chronique qui est améliorée par le traitement du syndrome du Lacertus. Donc c'est un cas, avec les limites que ça comporte.
Un mois après l'intervention, elle ne présentait plus de douleur dans les régions scapulaires, thoraciques et cervicales et pouvait à nouveau pratiquer le crossfit. À 3 mois post-opératoire, le patient a rapporté juste éviter de faire des pompes qui sensibilisaient encore son coude droit. Et en fait, alors après on peut présenter des rapports de cas, des trucs comme ça, même moi-même j'en présente. En général quand je présente voilà, les limites, quand c'est un rapport de cas, voilà, c'est pas très, très solide, il y a pas de contrôle ni rien, bon voilà. Mais là en fait, voilà, on a un suivi 1 mois et 3 mois et quand j'étais tombé là-dessus, je me suis dit: «Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, faut vraiment qu'on compare avec c'est quoi court terme, c'est quoi long terme et avoir un suivi de ces personnes, en fait, hein. Rappelez, en plus, on a eu un biais d'attrition à un moment donné de 40 et en fait, dans le canal carpien, je compare toujours avec, du coup, là, on a des données, et je ne fais pas de manière di et je et la comparaison tout au long de l'article est faite avec le canal carpien aussi, donc je me permets de faire des comparaisons. En général, voilà, là, on a, le long terme, c'est 2 ans. Heu, Ici, voilà, on parle de 2 ans de suivi et dans cette étude-là, 3 mois, c'est du court terme et 1 an, c'est du long terme. Donc là, on voit qu'à 3 mois, en fait, on est encore sur du court terme. Donc il faudrait suivre pendant plus longtemps les patients et tous les patients pour savoir un petit peu comment ils évoluent. D'accord? Donc voilà, canal carpien, 1 an à 2 ans, on est dans le long terme, 3 mois, on est à peine au court terme. D'accord? Ensuite, on va passer à cette revue systématique. Alors du coup, je suis désolé, hem je pense que la vidéo ne fera pas 1 heure, hein, mais là je vois où on en est, on n'a même pas fait la moitié des diapos, je suis désolé, je me suis vraiment bien planté, mais on va continuer, je vais prendre mon temps parce que, bah, de toute façon, maintenant qu'on y est, hein, on va aller, on va dérouler, hein. Donc là, on a une revue systématique et cette fois-ci, le but, c'est de voir un petit peu les effets de, la libération, du nerf médian, par opération du Lacertus fibrosus. Donc, une des premières choses, déjà, on n'a pas d'enregistrement sur Prospero. Deuxième chose, la population. Donc, l'objectif de cette revue systématique, c'est d'examiner les résultats de la libération du Lacertus fibrosus chez des patients présentant des signes et symptômes de compression proximale du nerf médian. Ce qui est logique. Intervention, bah, c'est chirurgical, libération du Lacertus fibrosus chez des patients qui présentent des signes et des symptômes de compression proximale du nerf médian. Il y a pas de comparaison. C'est vrai qu'on aurait bien aimé, comparer avec d'autres, des prises en charge, conservatrices ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment on regarde ce que donne la chirurgie toute seule. Les outcomes, donc c'est, échelle visuelle, analogique, pour la douleur, l'engourdissement et la satisfaction, du retour de la fonction et la force musculaire. Après, il y avait des scores, et en fait, il y avait pas d'outcome, primaire. En général, il y a un outcome primaire, après il peut y avoir des outcomes secondaires. Bon là, il y en avait pas. Donc la construction, je la trouve pas particulièrement, solide. Ouais, c'est pas non plus la de prime abord, hein, là, comme ça. Donc après on va regarder les études incluses, donc on en a 7, 3 interventionnelles, 4 rétrospectives. Vous avez les designs juste ici. L'échelle utilisée, c'est l'échelle master. Juste pour rappel, voilà, pour les études non randomisées, c'est la Robbins-1. Études observationnelles, c'est, la Newcastle-Ottawa et pour les études mixtes où on a, bah, comme on peut avoir ici, on peut utiliser Robbins-1 ou, master. Voilà, donc là le choix c'est master et on voit, les résultats, c'est donc, c'est une note sur 36. C'est pas super, solide, voilà, en termes de résultats. Ensuite, quand on regarde, ce qui est intéressant ici, c'est le suivi, et donc en fait, on a 5 études, sur 7 qui ont un suivi qui ne dépasse pas les 6 mois de suivi. Donc en fait, on n'atteint pas ou quasiment ou très rarement en tout cas, le suivi à long terme ou qui peut être de 1 an. Par exemple, dans le canal carpien, certains disaient 1 an, c'était déjà du long terme. Voilà, on en a 5 sur 7 qui ne suivent pas à 1 an. Et ici, sur celle à 6 mois, quand on regarde là, on a un biais d'attrition qui est quasiment de 30. Et ici, je vous ai mis les données, ce que nous dit la Cochrane. Et en gros, quand on a 5% des données de résultats qui manquent, c'est considéré comme faible, comme proportion de patients ou de personnes en moins. Tandis qu'une proportion supérieure à 20% est considérée comme importante. Donc là, on est quasiment à 30. Vous vous rappelez, au début, on avait une étude où il y avait 40%. 40%, c'est du coup 2 fois 20%, hein, carrément. Là, les calculs en mathématiques sont assez durs, mais heureusement que je suis là pour vous les faire. Euh, voilà, on est sur ça. Donc moi, voilà, donc
Après à voir ce que vous pensez de la méthodologie. Juste là, on va pas après rentrer dans tout, mais il y a des au niveau méthodologique, ça c'est pas hyper carré, on va dire. Et la conclusion, je vais vous la lire. Et par rapport à ce que je vous ai montré, vous allez vous faire votre avis sur est-ce que la conclusion, elle a l'air objective, est-ce qu'elle est un peu optimiste ou est-ce qu'elle est plutôt pessimiste. Donc la conclusion, c'est que le syndrome du Lacertus peut être pris en charge de manière optimale par la libération chirurgicale du Lacertus fibrosus. Elle peut être réalisée selon... Bon, après, il y a plusieurs techniques. Un haut niveau de suspicion clinique est nécessaire chez les patients présentant des signes et symptômes de compression du nerf médian, en particulier chez ceux qui ont été traités sans succès pour un syndrome du canal carpien présumé. Sachant que par exemple, là pour l'étude, moi je trouve que c'est un peu faible de se dire que le syndrome du Lacertus peut être pris en charge de manière optimale. Moi, personnellement, là je suis pas encore convaincu. Voilà. Là je vais faire une pause pour faire ma promotion, mais évidemment il n'y a pas de petite promotion. Et alors, en gros, si vous ne le savez pas, je vends une formation en e-learning sur justement la prise en charge des lombalgies, notamment en fait, dans toute la partie triage, filet de sécurité, on va dire, capable d'identifier les situations à risque, de faire des bilans et de prendre des décisions à partir de ça. On voit tout ce qui est ici, et par exemple dans les pathologies neurologiques, on voit comment faire un examen de la fonction neurologique. Donc là, vu on parle de neurologie, c'est intéressant de le dire, mais voilà, là on a toute la partie, donc c'est sur les lombalgies, et actuellement je suis en train de faire la partie sur les cervicalgies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la partie sur les cervicalgies, elle n'est pas encore sortie. Pour toutes les personnes qui achèteront la partie sur les lombalgies avant la sortie sur les cervicalgies, pour vous remercier de votre confiance, je vous donnerai un code promo pour que vous ayez, si vous êtes intéressé par la formation, hein, pour que vous ayez un prix avantageux. Quand est-ce qu'elle sort? Je ne sais pas encore. Pour le moment, j'ai tourné les 2 premiers modules. Voilà, et j'ai commencé le 3e, mais j'ai tout juste commencé. Donc vous avez le temps, si vous voulez bénéficier de la réduction au moment de la sortie, pas besoin de se précipiter pour le moment, mais voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question du contenu, notamment sur la partie lombalgie, je vous ai fait une vidéo 1 heure où je vous décris un petit peu pourquoi j'ai fait la formation, qu'est-ce qu'il y a dedans, pour en fait que vous achetiez en pleine connaissance, en toute connaissance de cause, et que voilà, vous n'ayez pas de surprise. Le but c'est de pas vous vendre un truc dont vous voulez pas, c'est de vous vendre un truc qui peut vous servir, qui peut vous être utile. On va continuer. Et à un moment donné, je vais prendre une pause parce que là j'ai plus de café. Alors, les tests. Donc la fameuse triade qu'on a vue tout à l'heure, elle se compose de plusieurs tests. On a le test de la force, d'accord. Euh, donc là, pour le coup, c'est un test de la fonction. C'est limité de tester qu'un seul muscle, mais enfin ou quelques muscles, pas un seul muscle. Il y en a trois qui peuvent être testés. C'est pourquoi pas, ça peut être limité, ok. Mais au moins, c'est un test de la fonction, d'accord, avec tous les biais que ça peut entraîner, mais c'est un test de la fonction. Ensuite, on va avoir un test alors de douleur ou de Tinel. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc la douleur, là ça ne renseigne pas sur la fonction, du moins pas sur la perte directe de fonction, ça peut nous renseigner plutôt sur le gain. Mais comme on le sait, le gain n'est pas un critère par exemple de gravité. Donc là, soit on palpe quand c'est douloureux, bah, ça peut montrer bah, que le nerf il est sensible à la contrainte mécanique. Le signe de Tinel, c'est plutôt reproduire des sensations de type picotement par exemple, ou de manière générale, on peut dire paresthésie. Et on va avoir le Scratch Collab Test. Et c'est surtout lui qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que c'est lui que la personne dont je vous ai parlé au début, il a vu ça sur les réseaux. Voilà. Donc on va s'intéresser à ce test-là parce que il circule beaucoup plus a priori que les deux autres. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, en fait, j'ai regardé si je trouvais des revues systématiques. J'en ai trouvé 4. Et ben on va toutes les faire, mais on va y aller rapidement, on n'a pas besoin on va pas tout lire ensemble, on va pas là pour faire 4000 heures de vidéo. Donc on va commencer avec la première.
Donc la première dans l'ordre chronologique, et en fait de toute façon je les ai prises dans l'ordre chronologique, on les lira dans l'ordre chronologique, on va pas se casser la tête. Donc dedans, le nombre d'études examinées était faible, ce qui limite nos conclusions et rend également probable un biais de publication, plus le risque de biais dans les études elles-mêmes. Et en fait, donc là, vous avez toutes les études incluses, et là où c'est en rouge, c'est tout là où c'est estimé que les risques de biais sont élevés. Donc on voit qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de rouge, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que là, risque de biais important, et voilà, là on nous dit que le nombre d'études était limité. Et donc là, vous avez une présentation du Scratch Co-op Test. Donc voilà, nombre d'études examinées faible, avec beaucoup de biais, difficile de tirer des conclusions. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, parce qu'en fait, si on lit l'étude, par exemple, on nous dit, alors là, là c'est vraiment des citations, hein. Donc Susan McKinnon, pionnière pardon, du SCT, a été initiée au SCT au début des années 1990 par Bronson et Beck, et c'est la première et la première étude décrivant le SCT a été publiée en 2008, Scratch Web Test for Evaluation of Carpal and Cubital Tunnel Syndrome, voilà. Donc en gros, c'est une des pionnières du test, voilà. Les deux études présentant les niveaux de précision les plus élevés étaient toutes deux co-signées par le docteur McKinnon. Donc en gros, les études, quand elles sont faites par cette personne-là, voilà, elles montrent des niveaux de précision plus élevés. Bien qu'il semble qu'elle ait elle-même réalisé le SCT sur tous les patients dans ces deux études, les publications n'expliquent pas clairement s'il n'y avait qu'un seul examinateur, ni s'il était en aveugle, ce qui rend impossible de déterminer s'il existait une variabilité inter-examinateur. De plus, l'une de ces deux études indique que, chez certains patients, le SCT a dû être répété 2 ou 3 fois afin de provoquer une réponse positive. Cette précision pourrait suggérer la présence d'un biais de confirmation ayant pu influencer les résultats. Effectivement, si on reteste plein de fois quelque chose parce qu'on cherche quelque chose, bah, au bout d'un moment, vous allez le trouver, hein. Si vous avez un patient, pour rester dans un truc très classique, si vous voulez détecter une perte de force chez un patient, ou vous voulez détecter une mécanosensibilité chez un patient, on peut le faire, hein. Chez un patient qui n'en a pas, bien évidemment, on peut le faire, hein, d'accord? Ça, c'est pas un problème, il suffit de suggérer les choses, et ça va très bien se passer, vous allez trouver ce que vous cherchez. Une autre étude a autorisé les examinateurs à réaliser le SCT plus d'une fois pour obtenir une réponse positive, cependant le résultat était moins bon. Donc après, c'est assez intéressant ça, parce qu'après, bon, admettons que la personne, elle fasse les tests mieux que les autres. Quand les personnes qui vont refaire ces tests-là pour décider d'opérer ou de dire qu'il y a un lacertus ou quoi, bah, c'est eux qui vont faire le test. Ils vont pas appeler le docteur McKinnon pour faire le test. Voilà. Donc s'il y a que elle qui le fait bien, par exemple, bah, c'est problématique. C'est un test que elle pourrait utiliser, mais pas nous, par exemple. Donc voilà, donc, et donc forcément, si vous incluez les études avec des... eh ben, il y a des études voilà, qui peuvent tirer les résultats vers le haut, et c'est bien, c'est pour ça des fois de faire des analyses de sensibilité, on retire certaines études et on voit si on a toujours la même chose. Donc ça c'était pour la revue systématique de 2018. Euh, Ensuite, on a une deuxième revue systématique avec méta-analyse de 2018. Et là, oui, donc en fait, quand on regarde les forest plots ici, en fait, et une des choses qui est intéressante à regarder en général, c'est l'hétérogénéité. En fait, on se retrouve avec une hétérogénéité pour certains endroits en fait, qui est très haute, hein. En fait, vous avez une classification, je crois qu'il en existe différentes. Bon, là, j'ai pris ça c'est issu de la Cochrane, voilà, et en fait, donc le I carré mesure alors c'est pas une mesure de l'hétérogénéité absolue en soi, c'est pour quelle part l'hétérogénéité elle va influencer les résultats. Et en fait, dès qu'elle est trop élevée, donc voilà, entre 50 et 90, voilà, elle est présente entre 75 et 100, voilà, il y a des endroits où on se rapproche du 75, donc on peut pas conclure grand-chose. Par contre, si on regarde sur la sensibilité, là, il n'y a pas d'hétérogénéité. Elle est nulle, et les trois études, donc elles sont plutôt cohérentes entre elles sur la sensibilité, mais en fait, elles s'accordent tous sur une valeur faible, 0,32, qui est pas ouf. Donc voilà ce que nous dit un petit peu cette étude-là. Donc bon, il n'y a que trois études qui ont été incluses dans cette revue systématique avec méta-analyse.
Mais bon, voilà, donc si on regarde le i carré pour la spécificité, quand on regarde le i carré pour le ratio de vraisemblance positif, quand on regarde le i carré pour le ratio de vraisemblance négatif, voilà, on voit qu'à chaque fois c'est quand même plutôt dans la catégorie des substantiels ou considérables. D'accord? Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est d'expliquer ce que c'était le Scratch Collab Test. On a parlé de la faiblesse, de la douleur, ça je suis parti du principe que tout le monde savait, mais en gros, ce qu'on va faire, le test, en gros, on applique un stimulus nociceptif, enfin on teste la force, on applique un stimulus nociceptif au niveau du nerf qu'on estime atteint, et ensuite on reteste la force, et normalement on doit avoir une perte de force, d'accord? On peut le faire en grattant la zone, et même dans certaines vidéos, vous verrez des personnes qui soufflent dessus. Alors on verra les mécanismes un petit peu après. Je connaissais pas tout bien la physiologie derrière ça, mais de ce que j'ai compris, vu qu'il faut que ce soit un stimulus nociceptif, déjà, le fait de souffler dessus, bah, c'est plus, à moins de souffler très très fort, c'est pas vraiment nociceptif. Donc bon, après ça on va dire c'est dans la catégorie spectacle. Dans la littérature, c'est on vient frotter la zone, quoi, hein. Donc on en était là. Ici, alors, et ce qu'on nous dit, c'est que l'étude originale de Cheng a rapporté une sensibilité et une spécificité de 69% et 99%. Toutefois, leur étude n'a pas été incluse dans notre analyse car il nous a été impossible d'en extraire les données. Depuis sa publication, McKinnon a publié plusieurs autres articles avec des résultats similaires utilisant le SCT pour le syndrome du canal cubital, la détection de compression lunaire multisegmentaire et la compression du nerf péronien, donc du nerf fibulaire. En gros, c'est un test qui peut être utilisé en fait à plein d'endroits différents. Il y a juste une chose qui est importante à comprendre, c'est que donc l'étude initiale, c'est avec Cheng ici, et en fait, cette personne, Cheng, voilà, publie parfois avec McKinnon, hein. Donc voilà, on peut retrouver un petit peu les personnes qui peut-être partagent un même laboratoire ou en tout cas des publications en commun, sûrement se connaissent, ont les meilleurs résultats. On retombe un petit peu là-dedans. Voilà. Là, on voit que le premier auteur, c'est cette personne, mais du coup, on voit qu'elle publie avec McKinnon. C'est pour montrer les liens entre les personnes, comme on a fait en fait pour la review tout à l'heure, hein, vu que c'est mentionné de manière répétée dans les études, tout ça, donc bon, le but c'est de le mettre un petit peu en avant. Et dans cette étude-là, oui, à un moment donné, ils font un calcul. Donc, en gros, ils mesurent une aire sous une courbe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de schéma. Normalement, il y a une diagonale qui coupe ici en deux et qui montre en gros un test qui donnerait des résultats au pif, quoi. Euh, en fait, en fonction de comment est le tracé de la courbe, est-ce qu'il fait mieux que le hasard ou moins bien que le hasard? Et en gros, plus on va se rapprocher d'un résultat qui se rapproche du 1, plus le test il va être excellent. C'est utilisé pour des tests diagnostiques ou pronostiques. Et en gros, entre 0,5 et 0,6, on voit que ça échoue à détecter ce qu'on veut que ça détecte, hein. Ou en tout cas, ça se rapproche du hasard. Et dans cette étude-là, alors après, il n'y a que 3 études incluses, donc peut-être que ça changerait avec plus d'études, mais là, en gros, le résultat, il est de 0,25. Donc il a une capacité diagnostique très faible, qui est en fait même pire que le hasard, d'accord? Donc répondre au hasard ferait mieux que d'utiliser ce test-là. Et donc la conclusion de cette revue systématique, c'est que le SCT n'a aucune utilité clinique dans le triage, notamment du canal carpien, par exemple. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est noté dans la conclusion, vous l'avez ici. Et quand on voit l'interprétation, les résultats et l'interprétation, on voit que ça va pas en dessous de 0,5 parce qu'en dessous de 0,5 c'est moins bien que le hasard. Et là on voit que ça fait pire que le hasard, hein. Donc, c'est problématique. Ensuite, troisième revue systématique, publiée en 2024. On a un peu plus d'études, on en a 10. Et donc là, quand on regarde cependant, en raison du caractère subjectif du test, de la variabilité dans sa réalisation et de l'ambiguïté difficile à définir qui entoure les compressions nerveuses, l'utilité du SCT a été remise en question. Et en fait, on a un peu on a un peu de tout. On a du canal carpien, on a
compressions au niveau du tunnel ulnaire, on a aussi compression du nerf fibulaire, et aussi au niveau du nerf médian dans le syndrome du pronateur. Alors c'est pas du carré pronateur, là c'est une erreur. En général c'est plutôt le rond pronateur, hein. Donc en fait on met un peu de tout et puis on voit un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ils ont calculé l'accord, notamment le kappa entre le SCT et les tests électrodiagnostiques. Et l'accord, voilà, il n'est pas énorme. Ici on est, voilà, on est à 0,329, donc on est entre le 0,21 et le 0,40, ce qui représente en fait un accord faible. Voilà. Et donc, pareil, citation: «Concernant notre méthode statistique, nous avons choisi de réaliser une analyse poolée plutôt qu'une méta-analyse classique. Bien que les analyses poolées puissent faire apparaître des tendances dans les données qui peuvent ne pas exister en réalité et soient donc inférieures aux méta-analyses, une véritable méta-analyse exige certaines informations issues de la littérature, telles que des résultats statistiques détaillés ou des descriptions précises de chaque patient. Malheureusement, ces données n'étaient pas disponibles.» Et donc du coup, ça peut poser problème. Et en fait, une fois de plus, donc tout ce que je vous ai mis en bleu, c'est ce qui mentionne en fait le fait que le groupe McKinnon obtient des résultats qui sont supérieurs aux autres résultats des autres chirurgiens. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, après peut-être que elle et son groupe font mieux les tests, mais du coup s'il y a que eux qui font super bien les tests, nous on peut pas, sinon on peut pas prétendre, voilà. Euh, voilà, si donc il faut que ce soit faisable en fait, hein, pour si on veut, c'est bien de publier dessus, mais si personne ne peut faire bien les tests, c'est pas très utile pour ceux qui lisent, quoi. Donc voilà. Donc c'est mentionné ici, donc c'est important parce que c'est mentionné, donc ça c'est bien. On continue avec la suite et du coup je vous ai traduit certains passages. Les résultats exceptionnels fournis par ce groupe sont influencés par le fait que cette étude provient du groupe de McKinnon, ce qui produit un biais car les performances obtenues par le chirurgien qui a développé cette technique sont de manière compréhensible supérieures à celles observées dans d'autres centres. Ce constat s'applique également aux excellents résultats obtenus chez les patients atteints du syndrome tunnel cubital, avec une nouvelle fois un auteur, bah, du coup qui connaît McKinnon a priori. Et on a d'autres auteurs ici qui ont fourni la grande majorité des patients inclus dans l'analyse du tunnel cubital. Et donc là encore, ces articles proviennent tous du groupe McKinnon, ce qui laisse penser que le test réalisé par le Dr McKinnon peut être supérieur de manière subtile lorsqu'il est voilà, lorsqu'il est exécuté par d'autres chirurgiens. Voilà, donc comme on a dit, peut-être nous on peut pas prétendre, c'est pas un souci. Si l'inventeur du test fait mieux, pour moi, après, à voir, hein, on a vu qu'il y avait des biais aussi dans les études et tout ça, mais admettons, on considère qu'ils font mieux, bon bah du coup c'est un test que nous on peut pas utiliser. Concernant les compressions de nerfs fibulaires communs et du nerf médian sous le rond pronateur, voilà, là c'est mieux. Une seule étude était disponible pour chacune d'entre elles, et c'est un auteur qui est issu du groupe de McKinnon, et qui rapporte des résultats exceptionnels pour les compressions du nerf fibulaire, mais le biais mentionné ci-dessus doit être gardé à l'esprit. Du coup je me suis fait petite chicorée, pas de café là. C'est super chaud. Fait intéressant, les patients présentant un syndrome du canal carpien ont une sensibilité et une spécificité du SCT plus faible que ceux souffrant d'un syndrome du tunnel cubital. Une explication possible est que le groupe de McKinnon a fourni la grande majorité des patients sur le tunnel cubital, mais seulement une partie de ceux présentant un syndrome du canal carpien. Donc on voit en fait, dès que leurs études arrivent dans une neuropathie de compression, en fait ils tirent les résultats vers le haut de manière, on va dire, quasi systématique. Cette étude présente plusieurs limites, bien qu'il s'agisse d'une analyse poolée à partir de multiples études, la proportion de patients issus du groupe McKinnon est relativement élevée. Donc en fait, c'est mentionné une nouvelle fois. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, là, pour vous, peut-être vous pourrez vous dire, ah oui, mais bon, on pourrait aller plus loin dans l'étude, tu prends que des passages. Bon, après, il y en a certaines qui sont très, voilà, qui pour le coup sont assez claires sur le fait que c'est c'est un mauvais test. Mais je voulais juste faire une analogie de pourquoi on n'est pas obligé de. Là, je suis pas obligé de vous présenter l'intégralité de toutes les données pour que vous puissiez vous faire un avis. Je vais faire une analogie. Alors pour qu'elle vous marque, elle est un petit peu, elle va être un petit peu dégueu entre guillemets. Donc mangez pas
pendant que je vous l'ai dit. Mais en fait, voilà, en fait, il n'y a pas besoin, à un moment donné, d'avoir connaissance de l'ensemble de tout. S'il y a des choses qui sont un petit peu pourries tout au long, mais on peut le rejeter sans avoir besoin de tout lire. Par exemple, donc vous n'êtes pas obligé d'aller tout relire vous derrière, normalement. Après, vous pouvez aussi, c'est encore mieux si vous allez vérifier ce que je dis. Donc mon analogie, ça serait vous êtes dans un restaurant, vous commandez une pizza, on vous l'amène, et là celui qui l'a faite, il vous dit voilà, euh, la pâte, je l'ai fait avec telle farine de blé que je suis allé chercher à tel endroit, c'est bio, c'est machin, je la fais je sais pas combien de temps à l'avance. Ça c'est des tomates, elles ont poussé dans le sud de la France, pareil, agriculture biologique, c'est une espèce de tomate qui pousse qu'à un endroit particulier, qui est particulièrement sucré, je raconte n'importe quoi. Ça c'est un basilic qui vient de tel endroit. Voilà, tout ça, ça vous donne l'eau à la bouche et tout, et puis à la fin, il vous dit: «Ouais, mais enfin, ce matin, j'avais pas assez de pâtes, donc du coup, j'ai pris, j'avais pas assez de matière pour faire ma pâte, donc du coup, j'ai pris, ce qu'il y avait dans la litière du chat pour compléter». Voilà, et en fait, quand il vous dit ça, vous allez mettre la pizza dans votre bouche. Il vous dit ça, du coup, vous la mangez pas. Et là et vous vous dites: «Bah oui, mais en fait, voilà, j'ai pas besoin de savoir que tout est nickel, tout est beau autour». Voilà, si la personne vous avait donné cette information dès le début, vous auriez même pas envisagé de la manger cette pizza, finalement. Voilà, donc à un moment donné, s'il y a trop de trucs pourris dans quelque chose, même s'il y a des trucs bien autour et tout ça, bah, au bout d'un moment, quand il y a trop de trucs pourris, bon, bah, on n'est pas obligé de voilà, c'est suffisant pour rejeter les choses, entre guillemets. Voilà. Donc c'était la petite analogie un petit peu dégueu pour que ce soit un petit peu marquant dans vos esprits, parce que certains pourront peut-être juger sévère comment j'interprète ça. Il n'y a, il y a pas de souci là-dessus, hein, mais c'est ma présentation à moi. J'essaie d'être le plus objectif possible, bien évidemment. Je peux faire des erreurs, j'ai des biais, hein, forcément. Vu que je suis tout seul à faire les vidéos, en plus, j'ai pas de, donc ça augmente le risque de biais. Mais enfin, bon, voilà. On attaque la quatrième et dernière revue systématique 2024, 11 études, et donc là je vous invite à regarder du coup un des deux auteurs, qui est un auteur qui travaille, on l'a déjà vu plusieurs fois, avec McKinnon. D'accord? Donc déjà, on peut, c'est cohérent, on va dire, légitime de se poser des questions, de s'interroger un petit peu sur le contenu de cette revue systématique. Donc il y a 2 études du groupe, McKinnon. Il y a aucune mention, de la puissance justement des études du groupe, McKinnon qui est faite, hein. Donc dans les autres études, c'est relevé à chaque fois que, ou quasiment à chaque fois, que voilà, les études du docteur McKinnon, elles tirent un petit peu les choses, vers le haut. Mais là, c'est pas rappelé, par exemple. Si on regarde aussi dans certains endroits, donc là, c'est pour le syndrome du tunnel cubital, pareil, voilà, la majorité, des patients, enfin il y a la majorité, une grande partie des patients va venir de cette étude-là, qui vient du groupe McKinnon. Si on regarde ici, l'ensemble des patients pour le nerf fibulaire vient de quelqu'un qui connaît, qui travaille avec McKinnon. Ici, il n'y a qu'une seule étude, pour le coup qui vient, il y a beaucoup de patients, mais pas forcément le plus. Voilà. C'est vraiment sur ces deux atteintes ici où il y en a vraiment où elles vont peser peut-être le plus lourd, du moins en termes de patients. Et avec tout ça, en fait, ce qu'on peut tirer de cette revue systématique, c'est que le potentiel clinique donc c'est l'étude qui nous dit, elle a relevé deux choses. Le potentiel clinique du Scratch Collab Test qui reste encore insuffisamment exploité, et le besoin de recherche future pour créer une version objective du test. Et donc du coup, moi je trouve qu'elle est plutôt relativement pertinente, cette conclusion. Plutôt pas mal, voilà, on aurait pu s'attendre avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure à quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus orienté, du genre c'est vraiment super efficace. C'est pas forcément ce qu'on a, mais en fait il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est le potentiel clinique du Scratch Collab Test insuffisamment exploité. Et là du coup moi je me suis dit il y a un potentiel clinique et justement je veux savoir ce potentiel clinique sur quoi il repose. Et c'est pour ça que on va voir un petit peu de on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache, le fonctionnement de ce test en fait. En gros, alors là il n'y a pas la référence, mais en gros ça vient de cette étude-là. Celle-là, elle parle de la physiologie derrière ce test. Donc les principes derrière le Scratch Web Test, donc bien qu'il n'existe actuellement aucun consensus sur le mécanisme physiologique expliquant ce test, il y a deux hypothèses incomplètes qui ont été décrites dans la littérature. Il y a
le cutaneous silent period. Donc c'est une période de silence électrique relatif ou absolu et d'inhibition du tonus musculaire volontaire suivant un stimulus périphérique nociceptif appliqué à un territoire nerveux donné. Et donc là, il y a le nociceptif qui rentre en compte. Donc du coup, c'est ce qu'on disait, gratter pourquoi pas, souffler ça devient plus difficile, à moins de souffler vraiment très fort pour activer les fibres nociceptives. Lors de la réalisation du SCT, la brève perte de force observée après le scratch du nerf comprimé pourrait être secondaire à une diminution de la fonction des fibres motrices, conséquence d'une lésion axonale ou d'une altération de la conduction nerveuse. Une aggravation du degré de compression périphérique, notamment dans le syndrome du canal carpien, s'accompagne d'une augmentation de la latence du CSP, suggérant un chevauchement possible entre les mécanismes du CSP et du SCT. Donc ça c'est pour l'hypothèse numéro 1. La seconde hypothèse, elle met en cause la substance P, un neurotransmetteur impliqué dans la nociception. Selon cette hypothèse, la stimulation cutanée douloureuse, le scratch, à proximité du nerf comprimé, provoquerait une libération locale de substance P, entraînant une réponse inhibitrice réflexe non définie. Toutefois, cette implication de la substance P paraît moins probable car la demi-vie de la substance P varie de quelques secondes à plusieurs minutes dans les tissus et le sang et peut atteindre plusieurs heures dans le plasma. Et puisque la présence de la substance P dans l'organisme dépasse largement la brièveté du phénomène qu'on voit dans le SCT, donc cette perte de force transitoire, ce mécanisme il semble moins plausible pour expliquer une inhibition musculaire aussi brève. Et ça conduit donc à considérer le CSP comme l'hypothèse la plus crédible. Et en fait, donc ça c'est le passage qu'on retrouve dans cette étude, et en gros ça nous parle des études qui ont mis en évidence ça, et donc voilà, on nous parle bien d'un stimulus nociceptif, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà intéressant de base, et comme on a vu, le spectacle avec On souffle, vidéo qui peut être vue d'ailleurs, parce que ça fait pas mal de vues, qui peut être vue par des personnes hors champ professionnels de santé, voilà. Donc, voilà, s'interroger dessus et se dire que là, pour le coup, on n'est plus dans les mécanismes explicatifs de base, hein. À moins, comme je vous dis, souffler très fort pour stimuler les fibres nociceptives, mais ça j'y crois quand même nettement moins. Et donc en allant chercher ça, donc ça c'est des études qui sont assez vieilles, hein, je suis tombé sur ça, c'est beaucoup plus récent, en 2019 je crois. Alors là du coup, et du coup ça, donc, je me suis intéressé un petit peu à ce réflexe là, le CSP. Alors du coup là j'arrivais à la fin de la vidéo, j'étais un peu plus feignant, donc j'ai pas lu tout en entier, je vous fais une synthèse de ce que j'ai compris. Voilà, et peut-être que j'ai fait des erreurs, si j'ai fait des erreurs, faut me le dire. C'est vrai que quand ça faisait longtemps que voilà, le PDF, je sais que j'arrivais à la fin, un petit peu de fatigue, un petit peu de flemme. Il faudrait pas, mais bon, voilà, je fais du mieux possible. Et donc du coup, on va réfléchir rapidement à ça. Euh, donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est le CSP, c'est un réflexe inhibiteur protecteur spinal observé à l'EMG. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on observe à l'EMG. Quand on stimule de façon nociceptive la peau via les fibres A delta, donc les fibres nociceptives, le muscle qui est en contraction volontaire, il va se mettre en mode silence, il va faire une pause, et on va voir à l'EMG une interruption transitoire de l'activité. Mais en fait, ça, du coup, c'est un réflexe normal. Donc en gros, on stimule les fibres A delta, donc les petites fibres myélisées nociceptives, et en fait, on va avoir une efférence au niveau du motoneurone vers le muscle testé qui va, en fait, à l'EMG, il va y avoir une, voilà, il va se mettre en silence. Il va y avoir il va cesser de fonctionner en gros, mais de manière transitoire, hein, c'est très rapide. Et en gros, l'idée, c'est ça va protéger le corps en interrompant momentanément le mouvement face à un stimulus potentiellement nociceptif. Comment on le teste? En fait, le patient il contracte un muscle volontairement, 20 à 30% de la force maximale. Ça se fait en général, ça peut se faire au niveau des muscles de la main par exemple. Il positionne des électrodes de surface EMG sur le muscle qui teste. Et ensuite, ils appliquent une stimulation électrique brève, cutanée et douloureuse sur un doigt. Donc voilà, là ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une électrode qui envoie à une intensité 8 à 12 fois supérieure au seuil sensitif pour activer les fibres A delta. Donc il y a un stimulus nociceptif via une électrode, donc avec quelque chose qu'on peut régler de manière précise. C'est enregistré à l'EMG, donc c'est pareil, c'est un enregistrement précis, d'accord? On n'est pas en train de tester la force en poussant dans les bras des gens. Le signal EMG il est enregistré et on cherche une zone de silence EMG d'au moins 10 millisecondes après le stimulus. On regarde s'il y a la latence, donc le temps entre la stimulation et le début du silence EMG, la durée du CSP, la profondeur de l'inhibition.
Alors après, en plus, je crois que c'est en plusieurs étapes, en fait, hein. En gros, il y a, vous appliquez le stimulus nociceptif, il y a un premier silence, il y a un regain d'excitabilité, et je crois qu'il y a un deuxième silence. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, c'est en plusieurs étapes. Et en gros, le CSP, c'est l'un des seuls tests électrophysiologiques qui permet d'évaluer les fibres A delta, donc les petites fibres nociceptives, souvent invisibles aux EMG classiques ou aux vitesses de conduction nerveuse. Et donc, du coup, c'est intéressant sur le principe. Parce qu'en fait, ça permettrait de tester les petites fibres qu'on ne voit pas en général au test ENMG, études de conduction nerveuse, qui testent en général les grosses fibres sensitives et motrices plutôt dans les atteintes distales, on a vu, et l'EMG, pareil, plutôt les grosses fibres, mais qui passent sous les petites fibres qui sont parfois, par exemple, atteintes en premier. On a notamment des données sur le canal carpien. Mais en fait, c'est un réflexe. Du coup, là, c'est là où j'ai du mal à comprendre aussi le fonctionnement derrière le scratch code test, c'est que en fait, c'est un réflexe qui est normal. Et en gros, donc, donc du coup, cette perte de force, elle est normale, hein. Là, c'est vraiment un réflexe. Ça, si vous n'avez pas de problème de neuropathie, quand on va venir le tester chez vous, bah, et que vous n'avez pas de neuropathie ou pas d'atteinte, vous aurez ce réflexe, hein. Donc vous aurez cette perte de force transitoire, d'accord? Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, en fait, l'idée, c'est que, en fait, ça permettrait donc comme on a dit de mesurer l'intégrité des petites fibres vu qu'il y a un arc réflexe, avec des études de conduction nerveuse qui en général ne les étudient pas. Donc ça a un intérêt et en fait, en gros, si l'atteinte elle est faible, on va dire les petites fibres elles sont encore, présentes donc on a cette, période de silence et qui serait peut-être même un petit peu augmentée. Donc du coup on aurait une, et alors, je sais pas si je l'ai mis. Voilà, on détecte quelque chose de 10 millisecondes. Enfin, tout ça, ça se passe de manière ultra rapide, hein. Voilà, on verra ici le temps. Ça se passe de manière très très rapide, hein. C'est moins d'une seconde, c'est en centaines de millisecondes que ça se compte, hein. Donc déjà, le temps, il est hyper court pour le faire. Deuxièmement, donc ça la fenêtre pour le faire, elle serait un peu augmentée dans les atteintes ou une des petites atteintes de nerfs. Mais par contre, dans les grosses atteintes de nerfs, quand il y a plus de fibre A delta, en fait, le réflexe n'existe plus. Et donc du coup, logiquement, bah, quand vous allez le faire, il y aura pas de cette période de silence parce qu'en fait, les petites fibres ne sont plus là. Donc les petites fibres ne sont plus là, donc il y a plus ce réflexe. Et donc du coup, en fait, ça voilà, si vous voulez détecter un gros problème de canal carpien avec ça, par exemple, bah, vous ne pourrez pas le détecter. Parce que s'il n'y a plus de petites fibres déjà, par exemple, et ben donc, il n'y aura plus le réflexe. Donc en fait, déjà, on voit que c'est problématique. Déjà, le temps, c'est la fenêtre, elle est courte. Elle peut être augmentée, mais ça va être augmenté en millisecondes, hein, voilà. Et en plus de ça, en fait, voilà, en fonction de comment sont les petites fibres, bah, en fait, la fenêtre va augmenter, mais parfois, en fait, il n'y aura pas de réponse. Donc ça veut dire que parfois, un test positif, ça peut être, il n'y a plus de fibres. Et donc ça peut être traduire une neuropathie finalement. Donc en fait, on voit qu'il y a des problèmes avec ce test-là, même d'un point de vue physiologique. Voilà, on part de quelque chose qui est mesuré de manière voilà, électrique avec des appareils de mesure ultra précis, et nous on en fait un truc. Enfin, pour ceux qui le font, on le transforme en un test un peu, ça fait ça. Pas convaincu, pas convaincu. Et après, bah, quand on regarde justement, bah, on a, voilà, donc on a des études qui nous montrent que ça peut être prolongé chez les personnes atteintes de CTS, donc cette période de silence, mais disparaissait dans les formes sévères, bah, logique parce qu'il n'y a plus de fibres en fait. Là, ici, on a des études qui ont montré des résultats contradictoires, donc avec des résultats exactement inverses dans leur cohorte. Les durées moyennes du temps de silence là, chez les patients CTS ne différaient pas significativement de celles du groupe contrôle, et tous les patients présentaient une période de silence, quel que soit le degré de sévérité du CTS. Voilà, donc même si, et de toute manière, même si cette période de silence, c'est un phénomène mesurable et reproductible en EMG, il ne semble pas transposable cliniquement. En effet, un CSP normal dure environ 50 millisecondes et un CESP prolongé atteint souvent 100 millisecondes. Donc ouais, c'est x2. Mais x2 de 50 à 100 millisecondes en clinique pour le tester, c'est quand même, faut être rapide. Or, une perte de contraction musculaire volontaire pendant 100 millisecondes ne serait pas perceptible par un examinateur humain. De plus, le temps nécessaire pour appliquer le stimulus, qui doit être nociceptif, je rappelle, puis évaluer la résistance lors du SCT dépasse déjà 100 millisecondes, ce qui rend le CSP insuffisant pour expliquer le mécanisme d'action du test. Ou alors peut-être que ce test fonctionne sur une autre base physiologique. Mais ça me paraît compliqué
de me dire, enfin moi j'ai un peu du mal à me dire que c'est vraiment cette période de silence cutané. Voilà, moi avec ce que je lis de là, moi j'y crois pas trop. Par contre, c'est le principe de base, le vrai, il est plutôt pas mal. En fait, on aurait des tests électrodiagnostiques pour tester les petites fibres à delta, dont gold standard à l'heure actuelle, c'est plutôt la biopsie. On a fini. Donc j'espère. Non, je déconne, il reste encore des diapos. On mesure pas la repousse nerveuse avec le SCT parce que pareil, on peut voir des vidéos où en fait on gratte à différents endroits et en fonction donc là hop ça va et si quand ça va plus, bah, on dit ouais bah le nerf quand il était compressé là, bon bah il a repoussé jusque là. Non, ça se passe pas comme ça. En tout cas dans le canal carpien c'est pas comme ça. Ici nous avons confirmé l'efficacité de la libération du canal carpien grâce aux études électrodiagnostiques. Quelle que soit la sévérité électrodiagnostique préopératoire, la durée des symptômes ou le sexe, nos résultats suggèrent que les paramètres électrodiagnostiques peuvent se rétablir progressivement après la chirurgie sur une période prolongée. Donc voilà, plutôt pour la repousse pour voir le retour de la fonction des tests électrodiagnostiques et on n'oublie pas le suivi sur le long terme. À 6 mois après la chirurgie, une récupération significative des paramètres neurophysiologiques du nerf médian a été observée, accompagnée d'une amélioration des mesures de la fonction des petites et des grandes fibres nerveuses au test quantitatif sensoriel. Donc le test quantitatif sensoriel, c'est un très bon examen. Pour le coup, on va tester l'ensemble des fibres avec tout un tas de matériel, notamment des fibres sensitives, hein, d'où le nom sensoriel. On va tester les grosses fibres et les petites fibres. Et après, il y a des biopsies en série qui montrent la repousse partielle des petites fibres nerveuses intraépidermiques dont l'ampleur a été corrélée à l'amélioration des symptômes. Voilà, là, on a des tests qui nous permettent de dire, voilà, il y a eu un nerf qui a été atteint et on suit la repousse, la récupération du nerf. Et donc le Scratch Collab test en tant que test diagnostique, pas ouf. Et en test de repousse, bah, là, pour le coup, je vois même pas que ça a été testé pour ça, hein. Donc, donc voilà. Ensuite, on n'est pas tous égaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant mes recherches, je suis tombé sur un truc, donc je vous le donne. Il y a des études où ils ont mesuré la repousse nerveuse et ils ont classé les patients en 4 groupes selon le degré de repousse. Donc ceux qui dégénèrent encore après l'opération et ceux qui régénèrent le plus. Et les patients qui présentaient une meilleure repousse nerveuse avaient déjà, avant la chirurgie, une expression plus élevée de certains gènes qui codent pour certaines protéines, voilà, une molécule connue pour favoriser la croissance axonale. Le potentiel de régénération dépend en partie du profil génétique initial du patient. Donc en fait, c'est pour dire, bah, on n'est pas tous égaux. Et du coup, bah, voilà. C'est tout. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre conclusion que ça. On n'est pas tous égaux. Après, on peut toujours essayer de booster un petit peu la récupération. On sait qu'il y a des thérapies qui peuvent, par exemple, l'exercice physique, hein, pourquoi pas de manière intense, ça va peut-être sécréter des facteurs euh, de croissance nerveux. On peut essayer, voilà, mais il y a une partie génétique, on n'est pas tous égaux, et ça peut permettre aussi d'expliquer, oui, mais pourquoi le patient, il fait encore de la fonction, tout ça. Bon, peut-être que le problème n'était pas le nerf médian, ou enfin un syndrome du canal carpien, peut-être juste, bon, bah, il n'a pas les bons gènes pour récupérer d'une atteinte de nerf. Dernière diapo, putain, elle finit jamais cette vidéo, c'est incroyable. Je reprends un peu de force. C'est juste pour vous dire que de toute manière, dès qu'il y a un nouveau test, toujours faire attention. Voilà. Là, je pris l'exemple d'un signe pour le ligament croisé antérieur où on nous dit que au début la sensibilité elle est de 100% et après quand on fait des méta-analyses, je sais plus où est le résultat. Tac tac tac, mais ça a diminué. Sensibilité. Voilà, donc elle a diminué, d'accord, ok, elle est plus là, on n'est plus à 100%, on est descendu à 81. Voilà, donc en fait, avec le temps, et après on a une étude ici sur justement les études diagnostiques, enfin voilà, les tests diagnostiques, et en gros, ça nous dit que en général, les premières études, elles ont tendance à être plus favorables que celles plus tard, et c'est pas marqué là, mais du coup, je crois qu'ils appelaient ça le Proteus phenomenon ou un truc comme ça, qui peut s'expliquer par différentes choses, mais en gros, voilà, les études, les premières, elles ont tendance à plutôt être optimistes sur le test, et en général, ça diminue un petit peu. Alors, si vous regardez, si vous la lisez complètement, vous verrez qu'il y a certains tests qui restent stables, il y en a certains qui diminuent, il y en a certains qui augmentent, voilà, il y a des variations, mais en général, les premières études sont plus favorables.
voilà, disent que le test est meilleur. Bon là, on va s'arrêter ici. Je pense que j'ai largement dépassé l'heure. On devait dire peut-être 1h30, 1h40, je sais pas. J'espère que la vidéo vous a plu, que du coup, que ça vous donnera des choses pour débattre avec d'autres personnes. Le but, c'était pas forcément de vous convaincre. Moi, en faisant mes recherches, je suis convaincu d'une certaine chose. On peut toujours en discuter, ça, c'est pas un souci. Mais comme je dis, le but, c'est pas vous convaincre, c'est que je vous apporte une manière, je vous apporte des sources que vous pouvez aller voir, que vous devez aller voir même, pour vous faire votre propre avis et voir si votre avis, après, il est le même que le mien ou pas. Après, c'est pas important, on peut avoir des avis différents, c'est pas un souci. À partir du moment où on a des bonnes raisons de penser les choses qu'on pense. Et on va s'arrêter ici. Je vous dis à la prochaine. Salut.